Adama Traoré se lève tout seul. Il dit qu'il est essoufflé, ce qui est normal puisque il vient de courir, il vient d'échapper à l'action des gendarmes à 2 reprises et Adama Traoré souffre d'insuffisance cardiaque. Mais ça, les gendarmes l'ignorent puisqu'ils ignorent son identité au moment où ils l'interpellent, puisque Adama Traoré n'avait pas de pièce d'identité sur lui. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Traoré, en fait, a commencé le 19 juillet 2016 dans une commune du Val d'Oise, Beaumont-sur-Oise. Le 19 juillet 2016, à la demande du procureur de la République, 3 militaires, 3 gendarmes du PSIG sont chargés d'interpeller Bagui Traoré, donc un demi-frère d'Adama Traoré, pour une affaire d'extorsion de fonds contre une personne qui avait été placée sous curatelle. Et à l'occasion de cette interpellation, ils identifient Bagui Traoré et quelques mètres plus loin, ils identifient un homme qu'ils ne connaissent pas et qui, à leur vue, à la vue des gendarmes, lâche son vélo soudainement et se met à fuir. Intrigués, du coup, les gendarmes, deux gendarmes se mettent à poursuivre cette personne-là, l'interpellent, et cette personne n'a pas de pièce d'identité sur elle, donc il s'agit d'Adama Traoré. Les gendarmes se séparent du coup en 2 groupes, et 2 gendarmes courent après Adama Traoré pour essayer de l'interpeller. Il l'interpelle assez rapidement, sachant qu'il faut se souvenir un peu du contexte. C'était un été au cours duquel il a fait très chaud, et donc les gendarmes sont essoufflés, Adama Traoré est également essoufflé. Les gendarmes lui passent une menotte. Adama Traoré demande aux gendarmes de pouvoir reprendre son souffle. Les gendarmes lui accordent bien évidemment ce temps pour qu'il puisse récupérer. Voilà. Et quelques instants plus tard, un des amis d'Adama Traoré, qui constate l'interpellation, bouscule un des gendarmes et aide Adama Traoré à fuir une première fois. Et donc Adama Traoré prend la fuite et se réfugie quelques mètres plus loin au domicile d'une personne. Voilà. Et donc il rentre dans le salon de cette personne et il va se cacher, s'enrouler sous une couverture. Et à cette occasion-là, des gendarmes qui étaient, un autre équipage de gendarmerie qui était à proximité, rentrent au domicile de cette personne. Et donc il y a 3 gendarmes qui participent à cette nouvelle interpellation. Il y en a un qui s'occupe d'immobiliser les jambes d'Adama Traoré et les 2 autres s'occupent chacun des membres supérieurs, à savoir les 2 bras d'Adama. L'interpellation dure à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Les gendarmes lui passent les menottes. Adama Traoré dit effectivement qu'il est essoufflé, mais il parvient quand même, alors qu'il est menotté, à se relever tout seul. Les gendarmes prennent Adama Traoré, donc, qui est menotté, l'installent à l'arrière du véhicule de la gendarmerie et le conduisent à la brigade de gendarmerie de Persan. Il s'écoule très peu de temps en réalité au cours de l'interpellation. Le temps de trajet, le temps de transport a duré moins d'1 minute puisque le domicile à l'intérieur duquel Adama Traoré a été interpellé se situe à seulement moins d'1 kilomètre de la brigade de gendarmerie de Persan. Et en tout et pour tout, Adama Traoré restera entre les mains des gendarmes pendant 10 minutes maximum. Les gendarmes arrivent ensuite donc à la brigade de gendarmerie de Persan. En sortant de la voiture, ils se rendent compte que Adama Traoré a manifestement fait un malaise et qu'il n'est pas bien. Et ils repèrent aussi une tache sur le fauteuil sur lequel Adama est installé. Immédiatement, ils préviennent le SAMU et les pompiers et installent Adama Traoré en position latérale de sécurité dans la cour de la brigade donc, de Persan. Quelques minutes plus tard, le frère d'Adama Traoré, donc Bagui Traoré, que le procureur de la République avait demandé aux gendarmes d'interpeller, est interpellé et donc est placé en garde à vue, passe dans la cour de la brigade et voit son frère allongé par terre, que manifestement il ne respire plus. Et à ce moment-là, Bagui Traoré dit aux gendarmes « Attention, 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 attention à mon frère, il est malade ». Et effectivement, en fait, il sera constaté par la suite, et on l'apprendra, Adama Traoré souffre d'une insuffisance cardiaque. Voilà, c'est une information d'ailleurs que la famille aura beaucoup de mal à accepter, à assumer, puisque pour la famille, Adama Traoré a été tué par les gendarmes.
savent pas pourquoi, ils essaient d'inventer, de dire c'est une crise cardiaque. Il n'y a rien du tout de crise cardiaque, c'est eux qui l'ont frappé. Alors en fait, il ne s'agit pas proprement d'un plaquage ventral, puisque au moment où Adama Traoré est interpellé par les gendarmes, Adama est réfugié, se cache et est allongé par terre, sous une couverture, justement pour ne pas être vu. Et donc au moment où il est interpellé, il est déjà allongé par terre. Et à l'occasion d'ailleurs de l'interpellation, Adama Traoré se débattra. Et à l'issue du menottage qui a été réalisé par 3 gendarmes, un premier gendarme immobilise les jambes, les membres inférieurs, et 2 gendarmes s'occupent chacun d'un bras d'Adama Traoré. Le menotte, et à l'issue de cette immobilisation, Adama Traoré n'a pas perdu connaissance d'ailleurs. Adama Traoré se lève tout seul. Il dit qu'il est essoufflé, ce qui est normal puisqu'il vient d'échapper à l'action des gendarmes à 2 reprises. Et donc voilà, il est essoufflé, il fait chaud, et Adama Traoré, comme on l'a dit, est cardiaque, souffre d'insuffisance cardiaque. Mais ça, les gendarmes l'ignorent, puisqu'ils ignorent son identité au moment où ils l'interpellent, puisque Adama Traoré n'avait pas de pièce d'identité sur lui. Les rapports d'autopsie montrent que Adama est mort parce qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque, que les gendarmes n'ont absolument pas tué ou n'ont absolument pas fait pression sur la cage thoracique d'Adama Traoré, et que ce n'est pas l'action des gendarmes qui a entraîné et provoqué la mort d'Adama Traoré. Et d'ailleurs, il y a d'autres éléments qui nourrissent au dossier d'instruction, permet de comprendre certaines choses. On a découvert par exemple que Adama Traoré, lors de son interpellation, avait sur lui du cannabis, que lui-même avait du cannabis, on a retrouvé des traces de cannabis dans son corps, qu'il avait sur lui 1700 € d'argent liquide qui, sans doute, selon un certain nombre d'acteurs du dossier, venait de l'argent de la drogue. Faut pas oublier non plus que Adama Traoré, ça faisait 1 mois qu'il venait d'être libéré de prison et qu'au cours de son séjour, au cours de son incarcération, il avait été accusé de viol par son codétenu. Adama Traoré n'est pas non plus, même si c'est un drame et même si c'est terrible pour sa famille, c'était pas non plus un enfant de cœur pour la police, puisqu'il était connu des services de police et de justice pour 17 faits de violence, d'extorsion de fonds, de violence contre des agents de la force publique. Quelques minutes plus tard, on annonce à Bagui Traoré que le drame, son frère Adama est mort. Et par volonté d'apaisement, à ce moment-là, le procureur de la République décide de libérer Bagui Traoré et donc de mettre fin à sa garde à vue. Immédiatement après sa sortie de la brigade de gendarmerie de Persan, Bagui Traoré mobilise tout le quartier, mobilise tous ses amis, tous ses réseaux et décide de venger la mort de son frère. Dès le soir de la mort d'Adama Traoré, un bus municipal est détourné et utilisé comme voiture bélier pour enfoncer les grilles de la brigade de gendarmerie de Persan. Et s'ensuivent ensuite 5 nuits d'une violence inouïe, au cours desquelles les gendarmes ont été victimes de tirs d'armes à feu, parfois d'armes de guerre. Et pour les aider d'ailleurs, une compagnie républicaine de sécurité, une CRS, la CRS 4, viendra les épauler. C'est une compagnie qui est assez réputée et qui est rompue à ses contacts difficiles. Et donc voilà, Beaumont-sur-Oise et la commune de Persan explosent littéralement pendant 5 jours, et donc tout y passe, le mobilier urbain est brûlé, les gendarmes sont systématiquement attaqués, et même un hélicoptère de la gendarmerie sera visé par des tirs. À la suite de cet embrasement, à la suite de cette affaire, le traumatisme sera tel pour les gendarmes et pour les familles des gendarmes, puisque les gendarmes locaux recevront pas moins de 15 menaces de mort, et tous demanderont leur mutation à la direction générale de la gendarmerie de l'époque. Et c'est un fait exceptionnel face à une telle violence, face à un tel niveau d'agressivité. Le directeur général de l'époque accepte toutes les demandes de mutation des gendarmes. Et donc ensuite, c'est là où en fait l'histoire devient politique. La sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, mobilise toute son énergie pour venger, et non pas pour rendre justice à Adama, donc pour réellement venger la mort de son frère.
et donc va créer le collectif Comité Vérité pour Adama. Et donc au sein de ces comités, on retrouve des Black Blocs, des Antifa, on retrouve quelques salafistes, des personnes, des militants associatifs très connus des services de police et très actifs dans la mobilisation des jeunes contre la police. Et à partir de ce moment-là, tous les prétextes sont bons pour le comité Adama pour essayer de se greffer à n'importe quel mouvement de contestation sociale. Et donc, dans cet objectif de renverser un État que le comité Adama considère comme raciste, comme étant profondément contre les Noirs, promouvant l'apartheid. Et donc, tous les mots, tous les slogans qu'on entend aujourd'hui sont nés à ce moment-là. Le comité Adama Traoré a même essayé aussi de peser dans la campagne, dans l'élection présidentielle de 2017, puisqu'il a essayé de se rapprocher de l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Besancenot. Et donc voilà, pour le comité Adama Traoré, tout est bon pour faire entendre son combat, pour essayer de venger la mort d'Adama Traoré. Alors qu'au cours de leurs investigations, et même moi je me suis rendu à Beaumont-sur-Oise et à Persan il y a 2 ans pour mener l'enquête, et je me suis rendu compte et j'ai découvert à quel point la famille Traoré, qui est composée d'une fratrie de plus de 10 personnes. Donc le père d'Adama Traoré avec 4 femmes. Et donc c'est une famille extrêmement nombreuse, extrêmement connue aussi à Beaumont-sur-Oise. Et dès que j'ai pu rencontrer des habitants de Beaumont-sur-Oise et que je voulais les faire parler de cette affaire-là, ils n'acceptaient de parler qu'à la condition d'être anonymes, parce que tout le monde me disait, ici le clan Traoré, la famille Traoré terrorise tout le monde. C'est une famille qui fait pression, c'est une famille qui est vraiment connue pour être parmi des familles très impliquées dans la grande délinquance en Ile-de-France. Beaucoup de frères d'Adama Traoré, qu'on voit d'ailleurs dans les manifestations aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison ferme, sont connus aussi pour des implications dans des trafics de stupéfiants, sont connus pour des implications aussi dans des affaires d'extorsion de fonds. Donc voilà, la famille Traoré n'est pas non plus une famille d'enfants de cœur comme aujourd'hui certains médias aiment à les présenter. Selon un certain nombre d'informations qu'on a pu collecter, les services de renseignement avaient anticipé une mobilisation de 7 à 10 000 personnes, mais absolument pas 20 000 personnes. Et donc aujourd'hui, Assa Traoré et la famille Traoré et toutes les nébuleuses qui gravitent autour de la famille Traoré, les Black Blocs, les Antifa, même des militants pour le climat, des anti-spécistes, des animalistes, des véganes. Donc en fait, c'est toute l'ultra-gauche qui cherche, plutôt que de demander la justice pour Adama, qui cherche réellement à venger la mort d'Adama Traoré et qui cherche toujours cet objectif politique de renverser les institutions et d'appeler au soulèvement des banlieues. Le soulèvement des banlieues est quelque chose qui est très craint au ministère de l'Intérieur depuis plusieurs années, et au début du confinement, le pouvoir politique et le ministère de l'Intérieur sont particulièrement inquiets puisqu'ils constatent que le collectif Vérité, Justice pour Adama est en train d'essayer d'avoir des connexions avec toutes les organisations aux États-Unis d'ultra-gauche, les Antifa, et puis aussi des sympathisants, des gens qui ne sont pas politisés, et donc qui cherchent qui se mobilisent aujourd'hui aux États-Unis dans la violence pour venger la mort de George Floyd, qui lui, pour le coup, a été tué par un policier aux États-Unis, qui a été asphyxié par un policier. Et donc, ce que cherche à faire la famille d'Adama Traoré, c'est d'essayer d'expliquer que c'est la même chose, et que Adama Traoré aurait été asphyxié de la même manière que George Floyd, et que le combat est exactement le même. Alors qu'en réalité, comme on vient de l'expliquer, Adama Traoré n'a pas été tué, n'a pas été assassiné, n'a pas été asphyxié par les gendarmes, mais est mort parce que, à la suite de cette interpellation, parce qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque. Et les services de renseignement savent que les comités Adama Traoré cherchent à organiser d'autres manifestations et vont essayer aussi de faire cette fameuse, d'obtenir cette fameuse convergence des luttes, cette convergence des luttes tant attendue, tant espérée au moment de la crise des Gilets jaunes, et donc qui vise à rassembler à la fois toutes les personnes qui sont victimes de la crise du coronavirus, les chômeurs, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui font face à des difficultés financières, sociales,
Et de l'autre côté, les Antifa, l'ultra-gauche qui a été très impliquée aussi ces derniers temps dans des actions assez violentes contre la gendarmerie, contre la police, qui a détruit une trentaine d'antennes relais depuis 4 semaines maintenant. Face à l'ampleur de cette manifestation qui a rassemblé plus de 20 000 personnes, et face surtout pour le coup, de véritables fake news qui sont relayées par les proches d'Adama Traoré hier soir dans un message adressé à 100 000 gendarmes. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Rodriguez, a pris la plume et pour expliquer aussi, pour défendre l'action de ces gendarmes. Et il a rappelé 2 choses extrêmement importantes. Il a rappelé tout son soutien et toute sa confiance aux camarades impliqués, donc les gendarmes qui sont impliqués dans l'interpellation qui a entraîné, à la suite de laquelle Adama Traoré est mort. Et il rappelle, l'intervention de nos camarades s'est faite dans un cadre légitime et sous la direction des magistrats. Donc au début de la crise des Gilets jaunes, les collectifs Vérité pour Adama, Justice pour Adama ont essayé de s'impliquer, d'avoir un rôle extrêmement important pour mobiliser les banlieues, pour chercher en fait à créer l'insurrection à Paris. Ils se sont réunis plusieurs fois au mois d'octobre, puis au mois de novembre. Ils se donnaient rendez-vous d'ailleurs à chaque fois à la gare Saint-Lazare. Et puis le 1er et le 8 décembre, les 2 jours des manifestations qui ont été particulièrement violentes et au cours desquelles l'ultra-gauche a cherché à envahir l'Élysée, à renverser le pouvoir, le comité Adama Traoré était présent. Et on se rend compte en fait depuis quelques années qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements de contestation sociale, les amis du collectif d'Adama Traoré sont présents et soutenus aussi par des gens du spectacle. Black M, Joystar, Camélia Jordana. Et donc un écosystème de personnes qui sont persuadées qu'il y a un racisme d'État en France, que la police est particulièrement violente et que la police est raciste. Et donc ça, c'est vraiment le leitmotiv de ces personnes et donc de ces militants d'ultra-gauche. Et puis un détail qui n'en est pas un. Le jour de l'affaire Benalla, eh bien, le militant qui filme Alexandre Benalla n'est autre qu'un des militants qui fait partie du comité Vérité pour Adama et qui porte d'ailleurs à cette occasion-là un t-shirt à l'effigie d'Adama Traoré. Et donc en fait, depuis ce moment-là, on retrouve dans tous les mouvements de contestation sociale des militants proches de ces collectifs-là, et donc qu'ils ne souhaitent qu'une seule chose, renverser les institutions et mettre le feu aux banlieues pour renverser l'État.